Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Asso 100.7 dans mon émission Un temps pour soi et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Landry qui va nous parler de son nouvel ouvrage Femme hypersensible, cette sorcière qui s'ignore, la voix de l'âme. Bonjour Anne. Bonjour Ambre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es psychanalyste holistique. Tu as pas mal de spécialisations avec notamment une formation aux troubles du comportement alimentaire. Tu es sexologue également. Tu es formée à l'homéopathie, aux fleurs de bac. Et évidemment, tu es une hypersensible. Alors, avec quel mot tu as l'habitude de te présenter pour expliquer un petit peu qui tu es à nos auditeurs ? Alors, je suis psychanalyste. J'ai découvert la psychanalyse en faisant un travail personnel de 12 ans. J'ai fait une rencontre avec une psychanalyste lorsque j'avais une vingtaine d'années qui a changé littéralement ma vie. Parce qu'elle a permis, en tout cas ce travail avec elle a permis de réconcilier toutes les parts de moi-même, à savoir les perceptions extrasensorielles que j'avais et dont j'avais terriblement honte, et évidemment les parts blessées dues à mon histoire. Et ce qui est assez fou, et j'en parle dans mon livre, c'est que le chamanisme va rentrer à ce moment-là dans ma vie, va s'inviter dans ma vie, parce que il va y avoir une synchronicité assez extraordinaire que je vais vivre au Canada et qui va me mettre en lien avec cette psychanalyste et le chamanisme qui va accompagner mon travail tout au long de mon chemin, et qui est encore très présent aujourd'hui, puisque c'est le trépied, à savoir l'analyse, le chamanisme et ma médiumnité qui font qui je suis et ce sur quoi s'appuie mon travail. Ton travail, bien sûr. Mais d'ailleurs, tu expliques dès le début de ton livre à quel point tu as rejeté ton hypersensibilité. Tu parlais de honte là à l'instant. Oui. Et qu'il t'a vraiment fallu te réconcilier avec ta petite fille intérieure pour exprimer tes dons médiumniques. Est-ce que tu penses qu'on peut faire l'économie de ce travail de réconciliation dans une vie ? Je pense que c'est difficile de ne pas accepter qui l'on est foncièrement, de rejeter sa nature. Ça crée une dissociation, ça pousse au contrôle et ça amène forcément des situations complexes qui font qu'on ne touche pas la joie et l'enthousiasme dans les choses que l'on fait, puisque chaque événement est vécu avec peur et appréhension. Et derrière un masque. Et derrière un masque. Et le fait aussi de développer, prendre le risque de développer une identité en faux self, d'être une personnalité créée de toutes pièces dans le simple but d'être acceptée par la société, de correspondre aimée, tout à fait. Et j'étais une enfant qui avait une hypersensibilité, certes une hypersensibilité, mais en plus d'avoir une hypersensibilité, j'étais hyper empathique. Je suis hyper empathique. Et oui, ça va avec en général. Et une hypersensibilité perceptive, c'est-à-dire que j'avais des perceptions qui étaient hors du commun. Non pas qu'elles me faisaient peur, mais elles me faisaient honte. Honte parce que j'avais le sentiment que ça ajoutait à cette différence qui était déjà contextuelle au regard de mon histoire, avec en plus une nature à part et que je ne retrouvais pas chez les autres enfants. Donc en grandissant, et dans ma famille bien sûr. Enfin, j'ai quand même eu une figure parentale qui a été vraiment un objet de résilience. Mais effectivement, j'ai passé une très grande partie de ma vie à lutter contre qui j'étais, et je suis arrivée en analyse dans l'espoir de gommer ces perceptions extrasensorielles. Et au contraire, tu t'es réconciliée avec, quoi. Exactement, ça a été vraiment le carrefour à la réconciliation. Qui t'a permis de révéler ton essence, quoi. Ouais. Oui. Alors ton livre justement c'est un hommage aux sorcières et tu dis qu'on a toute une sorcière en nous. Tu décris d'ailleurs quelques sortes, différentes familles de sorcières. Mais est-ce que tu penses pour autant que la femme par nature elle est hypersensible et qu'on l'a majoritairement étouffée, cette sensibilité, de par cette peur du bûcher ? Alors non, je dirais pas que toutes les femmes sont hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est vraiment un trait de personnalité qui est quand même inné, qui vient de la naissance. Il y a à peu près 10% de personnes sur la planète qui sont dotées d'hypersensibilité. D'accord.
n'est pas quelque chose qui s'acquiert. On va pouvoir développer éventuellement son empathie. Tous les êtres humains ont de l'empathie. Ils vont être coupés ou non, ou la développer en fonction de leur histoire. Mais je ne peux pas dire que toutes les femmes sont hypersensibles. Par contre, elles sont toutes dotées d'une grande sensibilité. Et oui, les persécutions qu'il y a eu dans la première vague, il y a eu 2 vagues de persécutions chez les sorcières. Chez les femmes qu'on appelait des sorcières. La première vague, donc on est au XIIIe siècle, où là on va attaquer ces femmes hypersensibles parce qu'elles ont une accointance avec la nature, une communication, ce que j'appelle une télépathie émotionnelle avec leur environnement, qu'il soit animal, végétal, minéral ou humain, et ce qui leur donne des capacités hors du commun pour accompagner les femmes en couche, embaumer les morts ou accompagner dans les passages soit dus à la maladie, soit à des épreuves psychologiques, le petit peuple. Et ces femmes-là, parce qu'elles ne peuvent pas justifier de leur savoir, ce sont majoritairement des familles lettrées, vont être accusées de sorcellerie et de pactiser avec le diable pour avoir des connaissances qui, ma foi, marchent, puisqu'elles arrivent à coucher les femmes sans trop de dommages. Elles ont des remèdes parce qu'elles elles ont une connaissance en herboristerie due à leur télépathie et qui font qu'elles guérissent. Et oui, on retrouve l'aspect chamanique dont tu parlais, bien sûr. Alors, on voit à quel point dans ton livre, tu cites énormément de sources qui ont inspiré ton livre et tu vas jusqu'à argumenter d'ailleurs le rapport difficile entre les femmes ou mères-filles. J'aimerais bien que tu développes un peu cette pensée, j'ai trouvé très intéressante. En fait, on a vu une sévérité, une exigence des mères à l'égard de leurs filles sans vraiment comprendre pourquoi il y avait une austérité qu'on pouvait même considérer comme de la jalousie, voire de la persécution. Et en fait, à travers mon travail de recherche avec des historiens, j'ai découvert que les premiers sacrifices, les premiers supplices publics étaient infligés donc à ces femmes qui étaient dotées de capacités hors du commun. Et ça avait pour mission, ces supplices publics, de dissuader toute femme à suivre cette voie, à savoir la voie des sorcières. D'accord. Ces mises à mort ou ces mutilations publiques se voulaient éducatives et ça avait pour but de renforcer la bonne tenue des femmes. Donc les mères, par amour pour leurs filles, les ont alors phagocytées dans une éducation qui est très rigide et austère, veillant à ce qu'elles sachent se tenir pour ne pas éveiller des soupçons et être elles-mêmes condamnées. Donc, quelque part, les mères ont pris la place un peu des inquisiteurs de façon bien évidemment plus légère, mais néanmoins en filigrane. Et ça a perduré au fil des siècles. On retrouve encore les traces dans notre relation, encore mère-fille, où les mères projettent leur propre peur sur leurs filles, ce qui crée souvent de réelles mésententes. Mais le problème vient surtout du fait que nous cherchons dans notre société encore à définir la femme. Et c'est en la définissant que nous ne permettons pas de pouvoir exprimer sa nature profonde. Ça tend quand même à s'alléger. Les mères et les filles ont des relations beaucoup plus dans la communication, c'est beaucoup plus souple. Néanmoins, on a cette empreinte, quoi. Ouais. Cette empreinte, elle est cellulaire. Ouais, elle est cellulaire. C'est ça. Donc il y a, et d'ailleurs, la mère n'élève pas la fille de la même manière que le fils. Ah, bah complètement. Ouais. La fille doit gagner en autonomie et à la fois savoir se tenir et se taire. Ce qui n'est pas du tout le cas du garçon dans l'éducation. Ouais. Il y a un de tes chapitres qui pointe sourcil sur la sororité perdue. Et en même temps, c'est intéressant et c'est rassurant. Tu disais que la société, elle évolue, de voir à quel point il y a de plus en plus de femmes qui sortent de la peur, qui assument leur pouvoir. On le voit à travers les cercles de femmes. J'en anime moi-même. Ça montre quand même qu'on est en train de se rouvrir à tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu constates par rapport à cette idée de sororité ? Alors moi, je suis très optimiste quant à l'évolution de cette sororité, parce qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place, des cercles de féminin sacré, les tentes rouges, les bâtons de parole. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place.
Néanmoins, je dirais que la plus grande des difficultés aujourd'hui, c'est la notion de comparaison, et j'en parlais tout à l'heure sur la définition du rôle de la femme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les injonctions de notre société, qui consistent à dire qu'une femme doit être à la fois jolie mais pas séductrice, elle doit être ambitieuse mais pas trop carriériste, être une bonne mère, mais ça doit rester aussi une femme, mais en même temps une femme, mais qui ne doit pas trop parler pour pas mettre l'homme dans l'ombre. Donc toutes ces injonctions contraires créent des comparaisons, des complexes, et qui font que ça vient perturber la sororité. Ce thème de la comparaison va venir abîmer, parce qu'au final, on cherche à rentrer dans une case qui est absolument impossible à s'appliquer, puisqu'elle est contraire en tous sens. Sois belle et tais-toi, mais en même temps, sois pertinente et intelligente, et pas trop sophistiquée. Donc, on est forcément, si on n'est pas à l'écoute de sa nature profonde, et c'est le but de tous ces cercles, de ces tentes rouges, de ces bâtons de parole, de ces réunions entre femmes, c'est de pouvoir assumer sa nature profonde. La comparaison est naturelle, bien évidemment, elle est source d'inspiration, mais pas source de jalousie et de complexe. Elle doit permettre la liberté, elle doit être un tremplin à devenir soi-même, M'-I-M-E, je ne cesse de l'écrire. C'est un joli jeu de mots, effectivement, au langage des oiseaux. Ouais, tu le soulignes plusieurs fois dans ton livre, j'ai beaucoup aimé. Et alors, si je reviens à l'hypersensibilité, tu distingues l'hypersensibilité sensorielle à l'hypersensibilité empathique. Alors, sans forcément chercher à comparer les deux, en quoi la reconnaissance de notre hypersensibilité, si tant est qu'on l'est, puisque tu parlais de 10%, c'est vrai qu'il y a quand même des mots à la mode. Pendant un moment, tout le monde était pervers narcissique. Aujourd'hui, la plupart des femmes se disent hypersensibles. Comment l'hypersensibilité peut devenir une véritable alliée au service de notre évolution, finalement, puisque toi, tu as fait ce chemin-là? Alors déjà, l'hypersensibilité, c'est un tronc commun. Il va y avoir des ramifications. D'accord. Dans ces ramifications, en l'occurrence, il va y avoir l'hypersensibilité empathique, qui est l'hyperempathie. Il va y avoir l'hypersensibilité perceptive, qui est donc ce qui s'apparente à la médiumnité. Il va y avoir tout ce qui est HPI, HPE, et d'autres encore, mais je ne vais pas m'étaler davantage. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est l'hypersensibilité. Tu disais, on peut être hypersensible et pas forcément empathique. Hypersensible, sensitive, sensorielle et pas forcément hyper empathique. Absolument. En fait, quand on est hyper empathique, hyper sensible, perceptif, on est de fait hypersensible, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que tu peux être hypersensible à la lumière, au bruit, au tactile, mais pour autant, tu ne vas pas avoir développé une hyper-empathie. Tu ne vas pas avoir développé une hyper-sensibilité perceptive. Ce sont des ramifications. Donc, si tu es hyper-empathique, tu es hypersensible et tu as une empathie supérieure à la moyenne. Si tu es hypersensible perceptif, tu as des perceptions extrasensorielles et tu as une hypersensibilité. Mais est-ce que tu peux le développer ? Oui. Alors, le développer quand tu es hypersensible, c'est ta question ? Non, quand tu es hypersensible et que tu n'as pas, par rapport aux ramifications dont tu parles, si tu es hyper empathique, tu vois, mais est-ce que tu peux développer du coup des dons que tu n'as pas sur, tu vois, au niveau des perceptions ? Alors, je pense qu'on peut tout développer et j'aime bien prendre l'image du pianiste. C'est-à-dire que nous pouvons tous apprendre à jouer du piano. Et il y a des personnes qui vont se contenter de faire do, ré, mi, fa, sol, la, si. Leur gamme. D'autres qui vont jouer la lettre à Élise et qui va avoir des Mozart, des Beethoven, des Schumann. D'accord. Super. Et toi, du coup, ton hypersensibilité, tu la situes comment ? Comment elle a évolué ? Alors, je pense que l'hypersensibilité n'évolue pas, mais elle s'accepte. C'est-à-dire que une hypersensibilité, elle est. Enfant, j'ai toujours été profondément touchée par la souffrance de l'autre. C'est quelque chose qui vraiment me bousculait beaucoup, mais je pouvais aussi rentrer dans des lieux et avoir des sensations très étonnantes, comme avoir le sentiment de présence, avoir la sensation que les murs parlaient de l'histoire du lieu, avoir des rencontres avec des personnes tout en pouvant percevoir leurs intentions.
derrière une attitude qui se voulait, on va dire, sociale, bonne ou mauvaise, on n'est pas forcément en train de diaboliser quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais en tout cas d'une complexité plus ou moins grande. Et en fait, au départ, enfant, c'est des choses que j'acceptais parce que en fait, c'était pas un sujet. C'est en grandissant et en me comparant, on parlait de la comparaison tout à l'heure, en comparant, je me suis aperçue que ce que je possédais n'était pas partagé par la majeure partie de mes camarades, et d'autre part leur sensibilité leur faisait prendre conscience que j'étais à part, et j'ai été pendant très longtemps appelée la sorcière. Et tu t'es sentie rejetée? T'en as souffert de ça? Je pense que je ne sais pas si j'étais rejetée véritablement de l'extérieur, mais comme je rejetais ce que j'étais, la posture que j'avais était une posture du rejeté. Bien sûr. Et que donc, les rejetants, je ne sais pas s'ils l'étaient vraiment, mais en tout cas, ils étaient vécus comme tels, et le fait de m'exclure, parce que je m'excluais intérieurement, crée ce clivage, cette séparation entre moi et les autres. On rencontre ce qu'on vibre, évidemment. Ouais. Tout à fait. Alors, moi, je vois beaucoup de femmes, quand même, qui viennent me voir et qui disent lutter contre leur hypersensibilité. Je vois pas des hypersensibles partout. Je vois surtout des femmes qui retiennent leurs émotions et du coup, qui se retrouvent, mais régulièrement envahies, puisqu'en fait, elles cherchent à étouffer ces émotions. Et ces émotions permettent pas de les traverser comme elles devraient. Donc, à toutes ces femmes, quel conseil, toi, tu leur offres pour justement oser se laisser traverser par ce trésor, par cette vie, parce que je dis toujours que nos émotions sont nos alliés, même si c'est vrai qu'on a été marqué par des générations, ça l'est moins aujourd'hui, on parlait d'évolution, par des c'est bon, tu vas pas pleurer, t'es grande, faut pas se mettre en colère, c'est pas beau. Comment faire bouger les mentalités? Comment faire passer le message qu'on n'est pas une émotion et que les émotions, elles sont des messagères? Je te remercie de poser cette question parce qu'elle est très importante. Déjà, on n'est pas responsable des émotions qui nous traversent. Ça, c'est très important de le souligner. Quand on a une émotion qui arrive, elle est là, non pas pour venir faire son nid, mais pour nous traverser, comme tu le dis. Donc, le meilleur moyen de ne pas s'associer, de ne pas s'identifier à une émotion, c'est de l'observer. Alors, à partir du moment où je l'observe, je sors de cette émotion. Je ne dis pas mon émotion, mais une émotion, par exemple la colère. Je suis traversée par la colère. J'observe cette émotion de colère. Elle n'est pas moi. Elle me traverse. Je la reconnais. Je l'accueille. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Je l'écoute. Comme si je rencontrais quelqu'un dans mon salon, avec qui je vais m'installer 2 minutes pour savoir ce qui se joue pour cette personne. Eh bien, qu'est-ce qui se joue pour cette émotion? J'aime bien cette personnification, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça permet de laisser repartir la personne de son salon comme l'émotion, exactement pareil, et de pouvoir revenir à son centre et à sa nature. Encore une fois, nous ne choisissons pas les émotions qui nous traversent, elles nous tombent dessus. Et à partir du moment où elles viennent nous rencontrer, elles sont là pour déposer un message et pas pour rester à l'intérieur de nous. Alors, je vais jouer l'avocat du diable, mais sachant que nos émotions, c'est la conséquence de nos pensées, qui elles-mêmes, du coup, les émotions vont générer des comportements, est-ce que quand une émotion nous traverse, on ne peut pas aussi se dire comment je peux choisir de regarder le truc différemment pour pas laisser cette émotion me malmener quelque part? Alors, c'est très pertinent. L'émotion vient de la pensée. C'est ça. Donc déjà, c'est de pouvoir identifier ses pensées. Ça veut dire faire un retour sur soi et être dans le moment présent. Ça veut être en mesure de s'arrêter, de se poser et d'observer, comme on a observé tout à l'heure l'émotion, d'observer la pensée. Cette pensée, est-ce qu'elle vient de moi ou est-ce qu'elle vient d'une injonction? Est-ce qu'elle vient de mon histoire? Parce que au final, on s'aperçoit que les pensées sont très impactées par notre culture, c'est ça, nos filtres, notre éducation, notre genre, c'est ça, notre société, notre civilisation. C'est inouï.
Donc, je dirais que le conseil premier, c'est je ne suis pas ma pensée, je ne suis pas mon émotion. Ouais, finalement, j'observe, je rencontre et je dialogue. Et à l'endroit de mon centre, qui n'est qu'amour, j'ose le mot, qui n'est qu'amour, je vais adoucir quelque chose, dissocier ce qui me traverse de ce que je suis. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'être en colère. Attention. Non, j'entends. On peut tout à fait exprimer de la révolte, du désaccord et être en totale paix intérieurement. Et oui. Parce qu'on peut défendre des causes qui sont pour nous fondamentales, fondatrices de notre chemin de vie et être en paix avec la raison de nos actions. Ouais, c'est très beau, très juste. Ouais. Et d'autre part, je rappelle quand même que les plus grands sages de notre histoire se sont tous mis en colère. Bien sûr. Non, je pense à Bouddha. Bouddha qui, quand il est sorti de son palais, était furieux de voir l'état de son peuple. Ouais. Oui, et puis c'est une émotion qui a une puissance qui nous permet quand même, soulignons-le, de dépasser nos peurs, hein, de dire non face à l'autorité. Elle est hyper puissante, cette émotion. D'où l'importance de la rencontrer et d'échanger avec elle. C'est ça. Qu'est-ce que tu viens me dire? Mais c'est vrai que souvent les gens confondent la violence et la colère, parce qu'ils la gardent tellement enfouie sous prétexte. La violence, c'est l'accumulation de la colère. Ben c'est ça. C'est le passage à l'acte. Hein. Ouais. La violence, c'est la destruction, c'est le chaos. La colère, c'est la limite et la frontière. C'est ça. Mais l'accumulation de la colère peut amener à la violence, absolument. On est d'accord. Eh bien, on va faire une courte pause musicale pour mettre un peu de légèreté après cet échange passionnant et terminer là sur la violence. On va mettre un peu de légèreté. On se retrouve tout de suite, Anne, après cette courte pause musicale. À tout de suite. À tout de suite. Et pour cette pause musicale, Ambre, je vous propose de découvrir le morceau You Are Not Alone de Sarah McCoy, qui est actuellement programmé sur Radio Association, évidemment, dans notre playlist Les Inclassables. Vous m'en direz des nouvelles. When the night is cold and you're losing hope, let me be the light left on your follow. And when the world ain't kind, so you're losing your mind, let me be the light left on for you to find. And when your skies are cloudy and gray, well, no, I'll share my umbrella with you when it rains. When it rains, when work is so hard, yeah, so you're falling apart, let me be the light left on that warms your heart. Let me be the light left on. Let me be the light left on. Let me be the light you follow home. And when your skies are cloudy and gray, whoa, no, I'll share my umbrella with you when it rains. When it rains, so when the day is done and you ain't got no one, let me be the light you follow home. Let me be the light that you follow home. Nous sommes toujours sur Radio Asso 100.7 pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans Un temps pour soi. J'accueille aujourd'hui Anne Landry qui nous parle de son dernier livre, Famille hypersensible, cette sorcière qui s'ignore, la voix de l'âme.
Anne est une psychanalyste holistique avec pas mal de spécialisations et on est en train de parler de l'hypersensibilité. Juste avant cette courte pause musicale, nous parlions des émotions, nous parlions notamment de la colère et j'aimerais revenir, Anne, à l'hypersensibilité puisque toi, tu as vraiment fait un sacré chemin qui t'a permis en fait d'accepter, d'accueillir, de reconnaître ton hypersensibilité. Alors, tu laisses entendre dans ton livre que l'univers nous envoie des signes à travers des synchronicités pour reconnaître quelle est notre famille d'âmes sorcières. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, bien sûr, les synchronicités viennent nous mener sur le chemin qui est le nôtre. Souvent, je dis, quand on a des synchronicités, c'est qu'on est aligné. D'accord. Alors, souvent, il y en a qui les voient partout, hein. Alors, il y a une différence entre synchronicité et la petite plume qu'on croise après qu'un pigeon se soit ébroué. C'est ça, c'est joliment dit. Je crois qu'une synchronicité, on la reconnaît parce qu'elle arrive à un moment clé de notre existence déjà, qu'on sait la reconnaître parce qu'elle a un sens pour nous et elle a un impact physique, psychique et émotionnel. Oui, c'est ça. Et là, il y a vraiment les trois espaces qui sont touchés et qui vont annoncer pour moi une métamorphose. Donc c'est ce que j'appelle les petits cailloux blancs. C'est joli. Qui permettent de nous donner le fil conducteur sur le chemin. Le chemin, ouais, on référence qu'on parcourt. Rouge. c'est aussi un petit coucou de ceux qui nous guident, de ceux qui veillent sur nous. La synchronicité, elle arrive souvent à un moment où on se questionne, à un moment où on peut être dans un sas. Ouais, on ne sait plus trop comment fonctionner, puisqu'on ne peut plus fonctionner comme avant, mais on ne sait pas encore très bien comment fonctionner pour l'après. Ouais. Et toi, tu parlais d'une synchronicité qui avait été incroyable à un moment donné dans ta vie. Est-ce que tu acceptes? Alors, j'en ai eu plein de synchronicités, mais la synchronicité qui a été assez folle, j'en parlais au début de l'interview. Je suis partie au Canada avec mon mari. J'arrive au Canada et j'ai des sensations très particulières qui me traversent. Je me sens très mal à l'aise. En plus, on partait pour envisager de s'y installer. On était à Montréal. Et à un moment donné, je me trouve dans la rue, saisie. Je pouvais plus bouger et je dis à mon mari, il faut que je rentre dans cet espace, dans cet endroit. Donc, c'était une vitrine qui semblait habiter un magasin désaffecté. Je pousse donc cette grande porte vitrée. Mon mari est complètement médusé et interloqué. Je vois de grands escaliers. Je décide de les gravir. Je monte ces escaliers et là, j'arrive devant une grande salle assez austère avec des chaises, des tables et des autochtones attablés. Donc un grand Amérindien s'avance vers moi avec une mine plutôt pas très commode et me demande ce que je fais là et j'explique que j'étais appelée par cet endroit, que je ne sais pas ce que je fais là, que je viens de France, mais qu'il fallait que je rentre ici et que je savais pas pourquoi. Et cette personne va alors me parler d'un chaman, Dominique Rankine, et on va parler pendant 2 heures de beaucoup de choses et je décide de repartir en France. Nous n'avons pas l'occasion de rencontrer Dominique Rankine à ce moment-là parce que notre billet d'avion annonçait notre retour. Et une fois rentrée en France, j'explique cette situation assez folle que j'ai vécue à ma psychanalyste puisque je la rencontre, cette femme, pour réparer ces perceptions qui me dépassent et retrouver ma nature profonde en toute sérénité. Et je lui parle de Dominique Rankine et là, ma psychanalyste se décompose littéralement, me regarde et me dit « J'ai passé toute ma vie au Canada. Dominique Rankine est le chaman qui m'a tout transmis. Il sera là dans un atelier la semaine prochaine. » Voilà, c'était le bon moment pour toi de le rencontrer. C'est magnifique. C'est magnifique. Et tu l'as rencontré donc du coup par son intermédiaire. Alors j'ai rencontré cet homme plus tard, pas par l'intermédiaire de ma psychanalyse de l'époque, parce que, comme je l'expliquais, j'ai mis beaucoup de temps à accepter qui j'étais. Donc ça m'a fait très peur. J'ai refusé de rencontrer cet homme et je ne le rencontrerai que 7 ans plus tard.
D'accord. À une autre occasion, pleine de synchronicité. Ouais, évidemment. C'est magnifique. Ouais, donc finalement, l'univers ne cesse de nous tendre des signes tant qu'on les voit pas, ou qu'on n'ose pas. Ouais. Et puis une chose aussi que je trouve très rassurante pour celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, c'est que on ne rate pas une occasion. Ouais, c'est ça. Une occasion que l'on doit vivre. Ça nous est représenté, quoi. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est très très beau. Dans ton livre, tu choisis d'interroger pas mal de sorcières des temps modernes, comme je dis, avec des parcours toutes mais hyper poignants, quoi. Qu'on parle de magnétiseurs, de soigneuses d'âme, de médiums. On retrouve souvent en fait cette hypersensibilité qui a été vécue au départ comme la différence douloureuse dont tu parlais en début d'émission, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment à un moment donné, c'est ok, je la reconnais, je l'assume, pour pouvoir l'utiliser finalement comme une aide vers les autres. Tu dis d'ailleurs que toi, tu as été traitée de sorcière, tu le disais tout à l'heure, quand tu étais petite, dans la cour, etc. Oui. Et tu parles de ta grand-mère qui t'a initiée à des rituels. Est-ce que tu acceptes de nous en parler ? Oui, alors j'avais une grand-mère très pieuse et qui m'a prise sous son aile. Moi, mes parents n'ont pas pu prendre soin de moi, s'occuper de moi et suivre mon éducation. Et cette grand-mère m'a prise sous son aile avec beaucoup d'affection et a senti chez moi ses perceptions, ses capacités, et m'a fait part vraiment comme un secret, une transmission lignée de ses connaissances en chiromancie, en radiesthésie, en plantes et certains rituels. Et ça a été un partage d'une grande pudeur dont on ne parlait jamais en dehors de ces moments suspendus dans sa chambre quand elle sortait de son placard ses outils, ses cartes, et ça a donné une couleur très douce et jolie, mais en même temps secrète, non acceptée. Il fallait la cacher. Donc elle à la fois elle a participé à soutenir ma nature, à l'aider à se déployer, à se canaliser. Et dans la polarité, ça devait rester secret. C'est ça. Plus tard, la vie fera que elle décédera et elle reviendra me voir très vite la nuit de son décès pour l'aider à passer dans un de mes rêves de l'autre côté de la vie. Ouais, c'est ce qui se passe souvent. Et elle ne cessera. Tu vois, je regarde là, j'ai une orchidée blanche. J'ai des orchidées blanches toujours avec moi. Elle ne cessera de m'accompagner principalement dans des rêves où elle marquera sa présence sous forme d'offrandes, de cadeaux qui vont me faire en sorte que je me sente accompagnée dans les passages de ma vie. C'est magnifique. Ça m'émeut beaucoup, Anne. Ça me fait prendre un temps de silence. Tu sais, moi, j'ai grandi avec un papa magnétiseur qui faisait ça un petit peu en off aussi, comme ta grand-mère. Et on sait d'ailleurs que les magnétiseurs, c'est souvent un enseignement très secret qui se passe. Et j'ai une maman qui est passionnée, et elle toujours de ce monde de l'astrologie. Et moi, j'ai fait ma première expérience. Tu parlais de passage d'âme que tu as fait finalement avec ta grand-mère. Tu as facilité le passage le soir de sa mort. Moi, j'ai découvert ça très, très jeune et j'ai mis longtemps aussi à accepter. Est-ce qu'on peut parler d'un don ? J'en sais rien. Cette mission que j'ai remise en question, même si la vie m'a amenée à un moment donné à rencontrer mon mari en Équateur, à travailler avec la liane des morts au moment où mon père partait. Donc, tu vois, il y a eu plein de synchronicités. Et j'en aurais des tonnes à raconter aussi. Moi, je me suis souvent posé la question de me dire, est-ce que c'est ma mission, je dois l'accepter, ou est-ce qu'on peut changer, tu vois, de type de soins, de propositions en cours de route? Est-ce que ça, c'est vraiment écrit dans notre essence ou pas? Alors, Ambre, je pense que quand on est une passeuse d'âme, comme tu sembles l'être, on l'est de plein de façons différentes. C'est ce que je crois aussi. Le pas sage, c'est la métamorphose. La mort en est une, mais une naissance en est une. C'est ça. Un divorce en est une. Oui, bien sûr, il y a plein de petites morts. Des changements de cap qui font que
le pas va devenir sage. Il va avoir une version initiatique par le passeur. Le passeur vient apporter douceur, réconfort, écoute et apaisement à celui qui passe de l'autre côté. C'est ça, c'est dans tout moment de transformation finalement. Exactement. Et le soin, c'est le passage de la maladie à la guérison, à être aguerri. Merci. De reprendre sa liberté. C'est très très beau ce que tu dis, ouais. Et ça me parle vraiment, ouais, je crois aussi. Waouh. Merci beaucoup. Bah écoute, avant de nous quitter, je voudrais vraiment te remercier déjà pour là cet aparté finalement, et puis tous les protocoles, parce que je reviens vraiment sur ton livre, Femme hypersensible, cette sorcière qui s'ignore, la voix de l'âme. Tu offres beaucoup, tu donnes à tes lecteurs qu'il s'agisse de protocoles autour des rêves, tu proposes des exercices énergétiques pour vraiment se familiariser, se reconnecter à cette énergie qui est en nous, qui vit en nous. On peut parler de prana, on peut parler selon les différents jargons et ce qui nous parle le plus, mais vraiment cette énergie, on peut jouer avec pour agir sur sa propre santé, sa vitalité. Tu donnes des propositions pour reprogrammer nos systèmes émotionnels, si je puis dire, ou ce que tu appelles des petits secrets de sorcière. Ton livre, pour moi, c'est une bible, mais vraiment une bible de bons conseils, aussi bien pour des thérapeutes, je me suis demandé à qui tu t'adressais, que finalement pour tout individu qui est ouvert au développement personnel et qui est désireux de se reconnecter au monde au plan invisible. À qui tu voulais l'écrire, ce livre, quand tu as commencé à prendre ta plume? Alors, en toute transparence, pour les 2 livres que j'ai pu écrire, celui-là y compris bien sûr, vraiment en toute honnêteté, je l'ai écrit pour la fille de 20 ans que j'ai été. J'aurais tellement aimé que cette jeune femme puisse tomber sur ce livre. Et évidemment, je l'ai écrit pour toutes ces femmes qui, à un moment donné de leur vie, pourraient penser ne pas être ou adaptées, ou au bon endroit, ou à la bonne époque, ou au bon moment. J'ai écrit pour permettre une réconciliation, ouvrir sur la résilience et apaiser, c'est prétentieux peut-être et un peu osé, mais tenter d'apaiser l'âme du mieux que je pouvais. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais écoute, merci à toi. En tout cas, moi, vraiment, il m'a beaucoup parlé. J'en ai déjà beaucoup parlé avant cette émission autour de moi, dans mes cercles. Et alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu travailles à distance? Est-ce que tu proposes plutôt des séances en cabinet? Est-ce que tu animes toi-même des cercles? Comment tu travailles? Alors aujourd'hui, je suis dans une phase de passage et de métamorphose dans ma vie. Donc aujourd'hui, je ne propose que des consultations en visio. C'est déjà pas mal. Parce que je suis amenée à bouger, à changer de région. D'accord. Et pour le moment, ça se travaille en visio. C'est chouette. En visio. Alors après, j'ai très peu de places, que j'ai énormément de demandes, mais je crois que tout est parfait, que quand on a rendez-vous, ça se fait. Oui, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner ton site internet qu'on mettra bien évidemment en avant? Oui. C'est www.psy-tca-paris.com. Super, on remettra tout ça de toute manière en bas de l'émission et sur ma chaîne YouTube où je le diffuserai à mon tour. Merci Anne, peut-être un petit mot pour la fin, une actu, un autre livre en préparation peut-être? Eh bien oui, il y a un 3e livre là qui est en préparation et qui parle de mon voyage en Amazonie. Ah génial, super. Je me réjouis de le lire et de revoyager, de voyager encore une fois là-bas avec toi oui, à tes côtés. Comprendre que Et plein de succès Anne, une belle continuation dans ton passage, dans tes transformations et merci encore une fois d'avoir accepté de nous consacrer ce temps sur Radio Asso. À très bientôt. Merci infiniment Ambre, c'était un plaisir.